Bonjour, alors non, je ne suis pas Jean Castex, mais ne vous inquiétez pas, le Premier ministre va s'exprimer d'une minute à l'autre. Vous pourrez le suivre en direct ici dans la quotidienne de PN. On fera ensuite le débrief de ces annonces avec Thierry Rabillet, qui est rédacteur en chef à Paris Normandie. Donc en attendant le Premier ministre, je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission. Un homme blessé par balle, ça s'est passé en début d'après-midi près de Rouen. On y revient juste après. On ira aussi voir les commerçants qui se digitalisent à Caudebec-les-Elbeuf, mais aussi dans d'autres villes de Seine-Maritime et de l'Eure. Beaucoup veulent passer au numérique et créer de véritables centres-villes virtuels. Nous reviendrons également sur cette fake news qui s'agite près du CHU, au CHU de Rouen. Non, le CHU de Rouen ne se la coule pas douce et les lits Covid ne sont pas vides. On verra les explications avec Lolita Blasio qui a enquêté sur cette affaire un peu étrange. Et dans un tout autre registre, on ira sur le parking des soignants du personnel où les membres handicapés, les travailleurs handicapés de l'ESAT de Canteleu ont distribué des pensées pour le personnel soignant. Tout un symbole. Alors, le Premier ministre n'a toujours pas pris la parole. Il est 18h02. Je vous rappelle qu'il doit prendre la parole d'une minute à l'autre. Bien sûr, on passera en direct avec Jean Castex qui nous dira si ce confinement, ce reconfinement se durcira ou au contraire s'allégera. On verra ça juste après. Mais je vous en parlais en titre. Donc, un homme a été blessé par balle. Ça s'est passé aujourd'hui rue Pablo Neruda au Petit Quevilly. C'était donc en début d'après-midi. La victime a dû être transportée au CHU de Rouen. Ces jours ne sont pas en danger. L'auteur des coups de feu est, selon nos informations, toujours en fuite. Donc voilà, vous l'avez vu sur ces images de Sylvain Aufrin, un important dispositif policier a été déployé sur les lieux de l'agression. On vous en dit plus évidemment demain dans le journal papier de Paris Normandie ou alors tout à l'heure. Je crois que le papier est prévu dans quelques minutes sur parisnormandie.fr. Les commerçants sont donc toujours en colère contre les mesures sanitaires qui n'autorisent pas l'ouverture des commerces dits non essentiels. Enfin, on va voir. Ah, Jean Castex commence à parler, donc je vous propose de l'écouter. On se retrouve juste après pour faire ce débrief des annonces. Sanitaire, sur les mesures que nous déployons pour lutter contre l'épidémie et sur les perspectives qui nous attendent dans les prochaines semaines. Quel bilan pouvons-nous faire aujourd'hui de la situation? La France, vous le savez, affronte une deuxième vague épidémique extrêmement forte qui touche tout aussi durement l'ensemble de nos voisins européens. Comme nous l'avions annoncé, l'impact sanitaire de l'épidémie reste très lourd. Le nombre de décès continue d'augmenter. Au cours des 2 derniers mois, nous avons connu plus de 10 000 décès supplémentaires dus à la Covid-19, portant le nombre total de personnes décédées à 42 500 depuis le début de la pandémie. Au cours de la dernière semaine, entre 400 et 500 personnes sont mortes chaque jour de la Covid. Cela veut dire qu'aujourd'hui, en France, 1 décès sur 4 est dû au virus. Au-delà de ces chiffres, il s'agit de femmes et d'hommes, il s'agit de vies brisées par la maladie, il s'agit de la douleur de milliers de familles auxquelles je veux dire ma solidarité et mon émotion dans l'épreuve qui les frappe. Deuxième élément de constat sur la situation sanitaire, la pression sur notre système hospitalier s'est fortement accrue et met nos soignants dans une tension extrême. Nous l'avions anticipé. Tout l'enjeu est d'y faire face, avec une seule exigence, pouvoir soigner toutes celles et ceux qui en ont besoin et éviter à tout prix le drame de prise en charge dégradée, comme nous pouvons l'observer par exemple en Italie depuis quelques jours. Nous comptons ces derniers jours une hospitalisation toutes les 30 secondes et une admission en réanimation toutes les 3 minutes. 40% des personnes admises en réanimation ont moins de 65 ans. C'est évidemment considérable
et nous avons dépassé en nombre d'hospitalisations le pic du mois d'avril. Aujourd'hui, ce sont 4 803 malades de la Covid qui sont pris en charge en réanimation, ce qui représente 95% de nos capacités normales de lits de réanimation hors crise. Pour pouvoir faire face à cet afflux, nous avons armé, au cours des 2 dernières semaines, 1360 lits supplémentaires afin d'accueillir plus de malades de la Covid, mais aussi d'autres malades qui doivent être pris en charge pour d'autres motifs. Nous pourrions aller jusqu'à 10 400 lits si cela était nécessaire, puisque nous nous sommes préparés au cours des derniers mois pour faire face à une vague de grande ampleur. Je veux dire ici une nouvelle fois toute mon admiration à nos professionnels de santé. Ils sont à l'épreuve, ils sont fatigués. Mais je l'observe très directement au fil de mes déplacements réguliers dans nos établissements de santé. Ils sont remarquables de compétences, d'engagement et de solidarité. Tout le monde est sur le pont. Les établissements publics, les établissements privés, les professionnels libéraux, les personnels de l'ensemble des administrations sanitaires. Ces soignants, ils ne nous demandent pas d'augmenter le nombre de lits de réanimation, ne serait-ce que parce qu'ils savent bien que former un médecin réanimateur ou une infirmière spécialisée ne peut pas se faire en 6 mois. Ils nous demandent surtout de tout mettre en œuvre pour éviter que les malades arrivent à l'hôpital. Quel bilan pouvons-nous faire de la mise en œuvre des mesures de confinement depuis le 30 octobre? Vous le savez, nous n'avons pas souhaité reproduire le confinement du printemps dernier qui s'était traduit par une mise à l'arrêt brutale de la vie économique, sociale et éducative de notre pays. Les effets que nous pouvons mesurer sont à ce jour cohérents avec ce que nous recherchions. Un confinement adapté qui cherche à limiter au maximum tous les déplacements non essentiels, mais qui préserve l'éducation de nos enfants et limite autant que possible ses impacts sur l'emploi et sur l'économie. Quelques chiffres. Nous observons une réduction très forte des déplacements depuis 2 semaines. Les déplacements entre le domicile et le travail sont inférieurs de 22% à ce qu'ils étaient en septembre dernier. La fréquentation des moyens de transport collectif a fortement baissé, moins 55% dans le métro à Paris, par exemple. C'est aussi le cas des déplacements longue distance, puisque le réseau aérien domestique est à 10% de ses capacités normales, tandis que les déplacements en train longue distance ont chuté de 85%. Ces chiffres s'expliquent par la limitation de nos déplacements non professionnels, mais aussi par un recours accru au télétravail qui a fortement progressé au cours des 2 dernières semaines. 45% des salariés privés ont télétravaillé au cours de la semaine écoulée pour une durée moyenne de 3,7 jours dans la semaine. Mais nous pouvons encore progresser, la ministre Elisabeth Borne y reviendra. Ce recours accru au télétravail accompagne une stratégie de confinement qui place la sécurité sanitaire au premier plan, tout en essayant de préserver l'activité économique et donc l'emploi. De ce point de vue, les dernières données de la Banque de France montrent que l'activité économique pourrait baisser de 12% au mois de novembre. C'est un choc important, mais c'est 3 fois moins qu'au printemps dernier. Quel est l'impact de ce confinement sur l'épidémie? Nous constatons que l'évolution du nombre de nouvelles contaminations s'est ralentie depuis 1 semaine. Si l'on raisonne en moyenne sur 7 jours, nous observons une baisse de l'ordre de 16%. Cette évolution doit être interprétée de manière positive, mais prudente. Positive car elle traduit une inflexion, et c'est ce que nous espérions.
Positive car cette tendance, si elle se confirme, indiquerait que ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus, le fameux R, est passé en dessous de 1 pour se situer entre 0,8 et 0,9. Mais prudente, car cette tendance est récente, donc fragile, et ne peut produire des résultats que si elle se confirme dans la durée. Prudente, enfin, car nous ne voyons pas encore l'impact de cette évolution sur les hospitalisations, alors que c'est fondamentalement notre objectif. L'enseignement que je tire de ces différents éléments est que notre stratégie de confinement, fondée sur un équilibre différent qu'en mars dernier, semble produire les premiers effets attendus, même si nous devons rester, je vous l'ai dit, très prudents. Nous pouvons tirer de cela 3 autres conclusions. La première est qu'il serait irresponsable de lever ou même d'alléger le dispositif dès maintenant. Nous avons, dans un cadre concerté avec la communauté éducative, adapté les règles dans les lycées afin d'y accroître le respect de la sécurité sanitaire. Le ministre chargé de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, y reviendra. Avec le président de la République, nous avons donc décidé ce matin de maintenir inchangées, au moins pour les 15 prochains jours, les règles du confinement. Les commerces fermés au titre du confinement le resteront donc encore pour 15 jours supplémentaires. Je sais ce qu'est l'angoisse des commerçants qui n'aspirent qu'à pouvoir travailler et sont très inquiets de ne pouvoir rouvrir assez tôt avant les fêtes de fin d'année. Notre objectif est bien de pouvoir y parvenir, mais ce moment n'est pas encore venu. Cette décision, je la prends en responsabilité. Elle est lourde et difficile, mais mon rôle n'est pas aujourd'hui dans le sens de la facilité, de céder à la pression, de faire ce qui serait espéré par beaucoup, et je les comprends, au risque de tout compromettre et de nous obliger à refermer dans 2 semaines et peut-être pour tout le mois de décembre. Le deuxième enseignement que je tire est que nous devons évidemment continuer à apporter un soutien économique massif à tous les commerces et toutes les entreprises qui ont été contraintes de fermer. J'assume mes responsabilités en termes de protection contre l'épidémie. J'entends les assumer de la même manière pour protéger les victimes économiques du confinement. Pour les entreprises et les commerces fermés, les dispositifs d'aide que nous mettons en place seront rappelés dans un instant par le ministre Bruno Le Maire. Ils se traduiront par le versement des premières aides financières au titre de l'activité partielle ou du fonds de solidarité de 10 000 € par mois dans les prochains jours et d'ici la fin du mois de novembre. À partir d'exemples très concrets, le ministre vous montrera l'impact très puissant de nos différentes aides pour couvrir les pertes de chiffre d'affaires. Nous avons un objectif, tout faire pour sauver nos petits commerces. Notre soutien, nous le devons aussi aux salariés, d'abord en prolongeant les dispositifs de chômage partiel qui ont permis, depuis le printemps, de sauver des emplois et de préserver le pouvoir d'achat. Pour ceux qui ont perdu leur emploi au cours des derniers mois, et notamment pour les demandeurs d'emploi qui arrivent en fin de droit, tout doit être fait pour éviter le risque de bascule dans la précarité. C'est pourquoi j'ai demandé à la ministre du Travail de proposer aux partenaires sociaux qu'elle réunissait cet après-midi de reconduire le dispositif de prolongation exceptionnelle des droits à l'assurance chômage pour les chômeurs qui sont aujourd'hui en fin de droit, et ce, le temps du confinement. Nous sommes particulièrement attentifs à la situation d'isolement des plus jeunes de nos concitoyens, et en particulier des étudiants dont les établissements n'assurent plus leurs enseignements, sauf exception, qu'en distanciel. Dans les prochains jours, sur proposition de la ministre en charge des universités, chacune des 800 cités universitaires de France va disposer de 2 référents étudiants
qui viendront renforcer le travail des services des Crous, notamment pour accompagner les étudiants de première année et les étudiants les plus en difficulté. Ce sont près de 1600 emplois étudiants qui seront ainsi créés sur les mois de novembre, décembre et janvier, dans un contexte où l'emploi étudiant s'est par ailleurs raréfié. Plus généralement, nous veillons au déploiement du plan « Un jeune, une solution » qui mobilise, vous le savez, une part importante des crédits du plan de relance plus que jamais nécessaire pour contrecarrer les effets nocifs de la crise sanitaire sur la situation de l'emploi. La troisième et dernière leçon qu'il est nécessaire de tirer de ce premier bilan à 15 jours est que l'enjeu des jours qui viennent est surtout de ne pas relâcher nos efforts, mais de les amplifier. Je remercie très sincèrement l'immense majorité des Françaises et des Français qui respectent les règles communes. Mais nous constatons dans certaines zones ou parties du territoire un respect encore insuffisant de ces règles. Après une première phase de nécessaire pédagogie, j'ai donné au ministre de l'Intérieur des consignes de fermeté et lui ai demandé d'accroître encore la mobilisation des forces de l'ordre, notamment à Paris, en Île-de-France et dans les grandes métropoles. Depuis le 30 octobre, les forces de police et de gendarmerie ont procédé à près de 581 000 contrôles qui ont donné lieu à 88 450... On coupe le direct du Premier ministre pour faire le point sur ces annonces. Il y en a eu plusieurs. Je suis avec Thierry Rabillet. Donc Thierry Rabillet, vous êtes le rédacteur en chef de Paris Normandie. On vous connaît maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit le Premier ministre aujourd'hui? Il a été clair. Hein. Il a été très clair. Il est venu en responsabilité. Il a dit clairement qu'il n'était pas là pour plaire aux Français ou plaire aux petits commerces qui tirent la langue depuis maintenant 15 jours. Donc il n'y a pas d'assouplissement, il n'y a pas d'allègement du dispositif. Il a employé l'adjectif qui est irresponsable. Donc il a confirmé que les 15 prochains jours seront placés sous le même régime des règles sanitaires. Donc fermeture des commerces non essentiels, donc principalement les bars, les restaurants, tous les commerces qui sont touchés justement par cette mesure depuis le 30 octobre. Donc il n'y a pas d'assouplissement, mais il n'y a pas non plus de renforcement. Donc ces derniers jours, notamment, il y avait des informations qui circulaient notamment sur la fermeture de tous les lycées. Hier même, on parlait même de la fermeture d'une partie des collèges, notamment les classes de 4e et de 3e. Non, les règles sanitaires sont renforcées, mais tout le système éducatif français continue de fonctionner jusqu'en terminale. Et donc, c'est un point important. Il a bien insisté sur le fait que l'éducation de nos enfants est prioritaire, au même titre que l'économie qui doit être soutenue fortement. Donc, pas vraiment de surprise. Il a d'ailleurs dit que les effets de ce reconfinement étaient cohérents avec ce qu'ils attendaient. Il a fait aussi le bilan de la pandémie, qui est toujours très, très lourd actuellement. Donc il a demandé à ce qu'on ne baisse pas les efforts. Exactement. Que si vous avez écouté le discours de Jean Castex, il a commencé par des chiffres. Il a commencé par assommer son auditoire par des chiffres assez puissants. Il a parlé comme de 10 000 morts au cours des 2 derniers mois. Un bilan qui s'élève aujourd'hui à plus de 42 000 morts. Il a parlé aussi qu'un mort sur 4 aujourd'hui en France est lié au Covid. Il a aussi donné des données un petit peu sur l'hospitalisation dans le public, avec notamment 40% des gens qui sont placés en réanimation aujourd'hui en moins de 65 ans, une façon un petit peu de tordre le cou aux idées reçues selon lesquelles ce sont toutes les personnes de plus de 80 ans qui sont en réanimation, et notamment des hommes plutôt avec des pathologies, des causes de comorbidité. Donc c'est un petit peu aussi un Jean Castex qui un petit peu fait peur aussi en français pour dire attention, le Covid peut vous toucher tous les uns et les autres, peut toucher des hommes, des femmes, des gens âgés, mais pas que des gens âgés. Une hospitalisation toutes les 30 secondes, c'est vrai que c'est assez parlant quand on le dit comme ça. Exactement, et un placement en réanimation toutes les 3 minutes. Donc effectivement, quand on assène ce type de chiffres, ça fait un petit peu peur, ça donne un petit peu le vertige, et surtout, ça peut inquiéter effectivement la population française et inciter cette population française justement à ne pas lever le pied sur les mesures barrières. Et d'ailleurs, il a continué la dernière partie de son intervention sur les consignes données au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui va donner lui-même des consignes à tous les préfets de France pour renforcer les contrôles. Il a dit que la première quinzaine, c'était
de la pédagogie, même s'il y a eu plus de 500 000 contrôles qui ont été faits en France avec des verbalisations. Donc il a incité les préfets justement à renforcer ce côté maintenant. On verbalise, on sanctionne, on n'est plus là pour faire de la pédagogie et pour essayer d'être sympathique avec les gens qui circuleraient sans de bonnes raisons de circuler. Et cet après-midi, on a demandé donc à nos abonnés sur Instagram notamment de nous poser des questions en rapport avec cette conférence de presse. On nous a demandé par exemple si on pourra fêter Noël. Je crois qu'il a un petit peu répondu, Jean Castex, puisqu'il a dit, en tout cas il a répondu que pour les commerçants, l'objectif était de pouvoir ouvrir avant les fêtes. Clairement, il a dit si on continue à fermer les commerces non essentiels jusqu'à fin novembre, donc la prochaine quinzaine, c'est pour justement espérer avoir une lueur d'espoir pour le mois de décembre. Sinon, il a dit clairement que si on ne fait pas les efforts aujourd'hui, maintenant, et qu'on ne continue pas justement à être très vigilant, le mois de décembre, on le passera totalement confiné. Et il l'a dit, c'était clairement dit tout à l'heure. Donc, il a vraiment agité un petit peu le chiffon rouge. Si aujourd'hui, on n'est pas respectueux, le mois de décembre, on le passera confiné. Donc, il n'y aura pas de chiffre d'affaires pour ces commerces-là et on n'aura pas de fête non plus familiale, même si aujourd'hui, il ne s'est pas avancé du tout sur un déconfinement familial avec la possibilité de se rassembler sur des rassemblements familiaux intergénérationnels comme on a coutume de le faire à Noël. Et entre régions. Et puis cette question aussi de Mathis de Grand-Quevilly qui nous demande si le confinement pourrait devenir obligatoire pour certaines catégories. Donc il nous a posé cette question cet après-midi. A priori non. C'est ce qu'il a dit. Non, parce que là aussi il y avait des informations qui circulaient sur la possibilité aussi de confiner les plus de 65 ans. Ce qui avait été déjà une piste qui avait été évoquée par certains conseillers scientifiques du président au printemps. Non, il a décidé de ne pas faire de discrimination. Comme il a dit, on ne fait pas de discrimination non plus à l'hôpital. On soigne tous les Français, on soigne tout le monde. On doit être en capacité de ne pas trier à l'hôpital, comme le font certains pays européens. Il a cité l'Italie en disant que l'Italie triait ses malades à l'hôpital. Il a dit qu'en France, on ne trie pas les malades, on soigne tout le monde. Chaque Français a le droit aux mêmes soins, à la même qualité de soins, en tout cas dans l'hôpital public. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les principales annonces de Jean Castex. Vous le voyez derrière moi, c'est Olivier Véran et différents ministres qui vont s'exprimer dans cette conférence de presse. On vous fait évidemment le débrief. Cette fois, ce sera sur notre site internet ou dans le journal papier demain dans les kiosques. Je vous remercie Thierry Rabillet. Merci. Et puis à bientôt. Et bonne fin de journal Frédéric. Merci. Restez là Thierry, puisqu'on parlait des commerçants. Les commerçants, donc certains sont en colère contre ces mesures sanitaires qui ne les autorisent pas à rouvrir, en tout cas pour les commerces non essentiels. Regardez ces images, c'était ce matin à Côtebec-en-Caux. Ce sont des images signées Boris Mallard. En fait, ce sont des commerçants qui sont réunis pour remercier la clientèle d'être toujours aussi fidèle en cette période difficile. Et cela nous emmène à Côtebec-les-Elbeuf, cette fois, où des commerçants ont ouvert leur boutique virtuelle sur une plateforme qui s'appelle fairemescourses.fr. Ils y ont recréé une sorte de centre-ville virtuel. Regardez ce reportage. Face au reconfinement, à Côtebec-les-Elbeuf, une vingtaine d'irréductibles commerçants a décidé de ne pas se laisser abattre. Dans sa boutique de beauté du centre-ville, Florent Gilles Cavillon passe une partie de ses journées à photographier ses produits. Son but, obtenir la plus belle photo pour donner envie d'acheter à ses clients. Florence est désormais e-commerçante. Comme une vingtaine de ses homologues côte-béquais, elle a désormais sa boutique virtuelle sur le site solidaire fairemescourses.fr. Cela lui offre une visibilité en ces temps difficiles et lui permet aussi de toucher un autre type de clients. Puisqu'ils ne peuvent plus entrer dans les magasins, ils peuvent visiter nos magasins, voir nos produits de chez eux et à ce moment-là pouvoir nous appeler ou commander directement. Donc ça permet de visualiser ce que l'on a à vendre de chez eux. On ne peut pas concurrencer Amazon bien évidemment, mais bon, on peut quand même essayer de montrer aux gens qui souhaitent faire vivre leur commerce de centre-ville qu'on est aussi présent et pour aussi favoriser le contact tout simplement. Car présence sur le web et boutique physique ne sont pas incompatibles, c'est le message que le maire souhaite faire passer aux commerçants. On sera dans cette digitalisation, mais qui va se perdurer, se poursuivre et qui n'est pas, à mon sens, contradictoire avec le retour au centre-ville. Et on le voit, il y a notamment des applications pour le commerce de bouche qui fonctionnent très bien depuis quelques temps parce qu'elles remplissent ce double rôle de qualité, de conseil et de proximité.
La semaine prochaine, le conseil municipal devrait voter une aide exceptionnelle de 150 € par mois durant 3 mois à destination des commerçants qui souhaiteraient faire leur révolution numérique. Eh bien, on suivra le vote du conseil municipal donc la semaine prochaine. Allez, on passe à autre chose. On passe à autre chose, une vidéo qui a fait le buzz donc, sur les réseaux sociaux. Elle a été vue plus de 50 000 fois en quelques heures seulement. On y voit une femme qui se présente comme membre du personnel soignant du service neurologie du CHU de Rouen. Et elle montre des chambres spécialement préparées pour recevoir des patients Covid. Et bien des chambres totalement vides. Cette femme donc, qui filme laisse croire que le CHU ne fait donc pas face à une vague violente d'épidémie. Elle dit d'ailleurs avec ironie « Tout est normal à l'hôpital et on est surbooké ». Lolita Blasio, donc vous êtes journaliste à Paris-Normandie. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre dans cette vidéo, est-ce que c'est vrai ? Alors, pas tout à fait. Il faut faire attention avec les images et il faut surtout les remettre dans un contexte. Donc, pour cet article, moi, j'ai contacté Rémi Heim, qui est le directeur de la communication du CHU de Rouen. Et donc, il m'a bien expliqué que oui, on voit des lits vides sur cette vidéo. Oui, il y a 8 lits vides en neurologie, mais que en fait, ces 8 lits sont des lits de réserve. Donc, c'est des lits qui sont là en support de tous les autres qui sont utilisés pour les patients Covid. Et au CHU de Rouen, il y en a 231 de lits qui sont actuellement dédiés aux patients Covid. Et il faut savoir... C'est 90%, c'est ça, du service ? Oui, c'est ça. Ouais. Non, ils sont occupés à 90%. Donc, en fait, le taux de saturation, il est quasiment atteint. Et ces lits de réserve, en fait, ils sont là au cas où. Alors, comme me disait Rémi Heim au téléphone plus tôt dans la journée, il me disait, on espère vraiment qu'on ne va pas s'en servir et qu'on a fait un petit peu tout ça pour rien, parce que ça voudrait dire que du coup, l'épidémie décroît et que ça va mieux en Normandie. Mais il faut aussi penser que tout ce protocole-là, ça met à peu près une semaine. 8 lits de réserve, c'est une semaine à peu près à préparer le service. Et donc ça, c'est hyper important de le rappeler. Et donc du coup, bien évidemment, sur la vidéo, on voit des lits vides, mais ça ne veut pas dire que les soignants ne travaillent pas, qu'il n'y a pas de patients Covid au CHU de Rouen, parce qu'il y en a énormément. Et tous les médecins qui sont là-bas le savent très bien. Bah oui, bien sûr, et tout l'intérêt de mettre en contexte, quand vous voyez des images sur Internet, là, c'est toujours intéressant d'avoir le contexte. La preuve, cette femme, elle aurait dû tourner son téléphone 7 fois dans sa poche avant de filmer. Est-ce qu'on sait qui est cette personne et est-ce qu'il va lui arriver quelque chose ? Alors non, on ne sait pas qui est cette personne, on sait que c'est une femme visiblement et qu'elle travaille au CHU de Rouen. On sait aussi qu'elle va être reçue ou qu'elle a été reçue par la direction. Et on me disait qu'elle risque des sanctions qui peuvent aller du simple rappel à l'ordre, mais qui peuvent bien sûr aller bien plus loin puisque elle a nui à l'image du CHU et à la profession de médecin. Sans parler du regard de ses collègues qui risque d'être un petit peu difficile, ses collègues malades du Covid ou alors absents ou qui n'ont pas pris de vacances depuis un bon bout de temps. Voilà. On passe à autre chose. Voilà, et pour réconforter les soignants, regardez donc ce reportage de Christophe Hubard. Ça s'est passé mardi 10 novembre. L'ESAT François Truffaut de Canteleu a offert des pensées au personnel soignant du CHU de Rouen. En raison du confinement, les travailleurs handicapés ne peuvent plus vendre leur production horticole. Écoutez donc cette éducatrice. Cette opération-là, elle a été faite par les travailleurs de l'ESAT Centre François Truffaut de l'édifice à Canteleu. Pour distribuer une pensée, avoir une pensée à ces personnes qui travaillent dur en ce moment avec ce contexte qui est compliqué pour tout le monde. Et du coup, en même temps, une valorisation à nos travailleurs, au travail qu'on fait depuis le début de l'année. Voilà, au total, 600 pensées ont été distribuées. Et vous allez le voir, ça fait vraiment du bien au cœur de ces soignants. Écoutez-les. Ça met du bon au cœur, en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Tu vois qu'on pense à nous, voilà. Oui. C'est bien. C'est bien, faut le faire. Voilà, on remercie Christophe Hubard, le journaliste à la locale de Rouen, pour ces superbes images.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Demain, dans les kiosques, nous reviendrons bien évidemment sur les annonces du Premier ministre et des autres ministres. On reviendra aussi en détail sur cette blessure par balle au petit Covid dont je vous parlais en début d'émission. Et vous aurez également les traditionnelles attestations imprimées dans le journal, toujours très pratique. Je vous dis à demain.